Là aussi, c'est l'autre combat de l'Afrique. Il faut toujours nous imposer une idéologie ou une manière d'être ou de se comporter. Ça aussi, c'est un problème. Nous sommes africains. Il faut que les gens nous acceptent tels que nous sommes. Nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Chinois. Nous sommes des Africains. Donc on nous accepte en tant qu'Africains. Et qu'on ne mette pas des critères politiques ou culturels sur les questions économiques. Vous venez dans un espace, vous extrayez les ressources du sous-sol, vous transférez ces ressources, vous les transformez ailleurs, vous créez ailleurs la richesse, la valeur ajoutée, les emplois. Et vous laissez quoi là où viennent ces ressources? Des trous béants et de la pauvreté. Et c'est ça aussi qui peut avoir un lien avec la migration à terme. La réforme de la fiscalité internationale est un autre problème qui nous préoccupe. Nous l'avons dit, la dynamique elle est freinée donc de développement par l'impôt qui n'est pas payé là où la richesse est créée, ou alors à cause des congés fiscaux qu'on appelle holiday tax, qui sont des congés fiscaux abusifs et qui ont été conçus et mis dans les législations dans tous ces pays qui encadrent l'exploitation des ressources minières et pétrolières en général. L'autre problème que nous avons en Afrique, c'est la question de la notation des agences d'évaluation, les Credit Rating Agencies. Ces critères de notation, avec les méthodologies qui sont d'ailleurs de plus en plus contestées, parce qu'en Afrique, la perception du risque, en réalité, est souvent supérieure au risque lui-même sur l'investissement. Et je le dis souvent, les pays africains, malgré toute cette situation, remboursent leurs dettes. Malgré le fait que les taux sont usuriers, ils sont extrêmement élevés, les durées de remboursement faibles, mais malgré tout, ils payent. Donc pourquoi il y a un risque? Et cette perception de risque et cette notation renchérit le taux du crédit parce que cela exige des primes d'assurance qui viennent en plus s'ajouter au taux d'intérêt déjà très élevé. Voilà vraiment le mécanisme par lequel l'Afrique a eu un fardeau sur la dette et la dette s'accumule de façon tout à fait accélérée. Mon point de vue est qu'il est temps de refonder la coopération internationale sur les paradigmes réinventés, à savoir la réforme de la fiscalité internationale. Le G20 a fait des efforts, mais bon, depuis que cela a été dit, finalement, il n'y a pas eu de progrès. On avait dit qu'on allait imposer une fiscalité mondiale au moins de 15% sur toutes les activités, et quels que soient les pays, que ce soit pour les géants du numérique ou pour les compagnies pétrolières ou gazières, etc. Si nous, Afrique, on avait ces 15% d'impôts par rapport à tout ce qui est exploité, déjà, ce montant dépasserait très largement l'aide publique au développement. Donc, on n'a pas besoin, en réalité, d'être aidé. On a juste besoin d'un système équitable qui nous permette de participer au commerce mondial et de participer au développement du monde. Donc, je prends l'exemple du Sénégal où nous avions eu le financement d'une centrale hydroélectrique, donc de l'énergie renouvelable, propre. Mais nous n'avions pas pu trouver un financement supérieur à 10 ans, avec 2 ans de grâce, pour une centrale hydroélectrique qui a une durée de vie de 100 ans. Voilà des problèmes concrets. Comment faire pour que les crédits export soient bonifiés par des crédits concessionnels de façon à avoir peut-être une ligne de crédit sur 20 ans, 25 ans pour une infrastructure qui va durer 100 ans. Et souvent le débat avec la Chine, c'est un débat qu'il faut poser. Souvent on dit oui les Chinois en Afrique. Mais eux ils viennent avec des schémas de financement sur 25 ans. C'est tout ce que les Africains demandent aux Européens, aux Américains, aux autres. Travaillons ensemble pour trouver des facilités comme ce fut le cas pour l'Europe après la guerre. Avoir des financements sur 50 ans pour bâtir l'infrastructure de développement européen, les chemins de fer, les ponts, les centrales nucléaires, etc. Voilà la question qui se pose pour l'Afrique. Ce n'est pas une question d'aide ni de quoi que ce soit, sinon c'est une question d'équité et donc de réforme
de l'architecture financière internationale. À mon sens, l'Afrique d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, a besoin plus de règles justes et de partenariats équitables que d'une aide publique au développement, de toute façon aux ressources limitées aujourd'hui et aux mécanismes peu efficaces. À titre d'exemple, rien que pour les infrastructures, la Banque africaine de développement, je salue la participation de l'Allemagne dans le Fonds africain de développement. L'Allemagne est un partenaire de la BAD, je salue cela. Et je souhaite que tous les autres partenaires puissent continuer à soutenir cette banque de développement qui a au moins une notation AAA, c'est plutôt rare en Afrique, et qui fait un travail remarquable en matière de financement du développement. Et donc, la BAD nous dit, rien que sur l'infrastructure, les besoins annuels se situent entre 130 et 170 milliards de dollars pour l'Afrique. Donc vous voyez bien que ce n'est pas avec l'aide qu'on va développer ce vaste territoire avec une population jeune, dynamique et très nombreuse. Certes, il faut aussi reconnaître à leur juste valeur les efforts et les acquis qui ont été réalisés dans le cadre des partenariats traditionnels. Moi, je ne récuse pas ce qui a été fait et qui est positif. Je le salue et je dis simplement qu'il nous faut aller au-delà. Du travail a été fait par le partenariat entre l'Europe et l'Afrique sur le plan international. Plutôt à mobiliser quelques 25 milliards de dollars de projets pour renforcer la résilience climatique du continent africain dans des domaines clés comme l'agriculture, les infrastructures, mais également la finance, l'entrepreneuriat et la gouvernance.